Le retrait, pour ne pas dire la débâcle américaine à Kaboul, et la victoire des talibans a remis l'Afghanistan au cœur de l'actualité stratégique. Ce pays, à la fois enclavé et montagneux, est au cœur de l'échiquier stratégique depuis déjà la fin du XIXe siècle, et il peut être considéré comme le cimetière des empires. Successivement, l'Empire britannique au XIXe siècle, l'Empire soviétique au XXe et l'Empire américain au XXIe, soit les trois plus grandes puissances mondiales, se sont cassés les dents sur l'Afghanistan. Il est nécessaire de faire un retour historique pour expliquer tout ceci. L'Afghanistan est situé en Asie centrale. Il est frontalier de la Chine, du Pakistan, de l'Iran, des pays d'Asie centrale, les anciennes républiques qualifiées de Stan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. Sa population est aujourd'hui de 38 millions d'habitants et elle est tout à fait diversifiée sur le plan ethnique. La répartition est environ 40% de Pashtuns, 27% de Tadjiks, 9% de Hazaras, 9% d'Ouzbeks, 4% de Himak, 3% de Turkmènes. Les sunnites sont plus de 4/5 de la population et les chiites sont une minorité qui en fait 15%. L'économie de l'Afghanistan est en lambeaux, le PIB ne fait que 20 milliards de dollars, une grande partie est due à l'aide internationale, mais aussi malheureusement à la culture du pavot, qui fait de ce pays le premier producteur d'opium et d'héroïne, et qui a massivement augmenté depuis 2001, et qui représente 2 milliards de chiffre d'affaires, soit l'équivalent de 10% du PIB national. Ce qui fait de l'Afghanistan la plaque tournante du trafic de drogue sur le continent asiatique. Le PIB par habitant est très bas, un peu plus de 400 $, ce qui situe l'Afghanistan au 184e rang mondial, malgré la culture d'opium et malgré l'aide internationale. Au XIXe siècle, l'Afghanistan est l'objet du grand jeu entre l'Empire russe et l'Empire anglais. L'Angleterre, déjà puissance coloniale dans les Indes britanniques, souhaite conquérir ce territoire pour accéder à l'Asie centrale. Pour l'Empire russe, il s'agit d'agrandir son territoire vers le sud et potentiellement d'atteindre les mers chaudes de l'océan Indien. Les Britanniques vont mener 2 guerres contre l'Afghanistan. La première est une défaite majeure pour l'Angleterre, malgré sa supériorité militaire, qui va perdre plusieurs milliers d'hommes. La seconde va lui permettre d'asseoir une sorte de protectorat auquel il sera mis fin par une 3e guerre en 1919, qui va voir la naissance d'un Afghanistan indépendant. Ce pays va pendant la guerre froide mener une politique de non-alignement, mais en fait sera relativement proche, aura de bonnes relations avec l'Union soviétique. Mais un coup d'État en 1973 va mettre fin à la monarchie et un autre coup d'État en 1978 va permettre au Parti communiste de prendre le pouvoir. Mais il y aura une lutte entre 2 factions du Parti communiste et l'Union soviétique pour ne pas perdre un pays communiste, pour montrer l'irréversibilité du communisme dans le monde, va lancer une intervention militaire pour consolider son allié communiste en décembre 1979. Cette intervention, la première en dehors du pacte de Varsovie pour l'Union soviétique, va s'avérer catastrophique et va jouer un rôle assez important dans l'implosion de l'Union soviétique. Très vite, l'Afghanistan va être le bourbier, une sorte de Vietnam pour l'Union soviétique. Les Moudjahidines, les combattants, vont lutter pied à pied contre les militaires soviétiques et ils vont avoir l'avantage militaire dans les montagnes. Ils vont obtenir le soutien des États-Unis, de l'Arabie saoudite, de l'Occident en général, du fait de la lutte contre l'Union soviétique. Mais l'Occident va être un peu aveuglé et ne va pas faire la distinction entre radicaux et modérés de ces fameux combattants de la liberté, dont certains en fait ne sont pas réellement des amis de la liberté. On a confondu ennemis de l'Union soviétique et amis de la liberté. Les Moudjahidines vont être vite rejoints par des combattants qui viennent de l'étranger pour vaincre l'Union soviétique et pour défendre la foi religieuse qui est mise en cause par ce pays impie. Les États-Unis et surtout l'Arabie saoudite vont alimenter les franges les plus radicales de ces groupes armés. C'est à ce moment-là que Ben Laden rejoint l'Afghanistan pour combattre l'Union soviétique. Et une partie de ces combattants étrangers formeront Al-Qaïda et une partie de ces radicaux formeront les talibans. Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir, en mars 1985, il veut se débarrasser de ce boulet afghan. Il sait que c'est la guerre de trop et que ça l'a terni le prestige de l'Union soviétique qui jusqu'ici passait pour l'allié des pays du tiers-monde dans la lutte contre l'impérialisme américain. Aujourd'hui, c'est l'URSS qui devient un pays impérialiste qui vient combattre un petit pays faible et surtout un pays musulman. Il décide du retrait de l'Afghanistan en 1988. Celui-ci sera effectif en février 1989. La guerre civile aura fait
14 000 victimes du côté soviétique, environ 1 million du côté afghan, sans compter les 7 millions d'Afghans qui ont dû fuir leur pays et devenir des réfugiés. Le retrait soviétique se fera en bon ordre, mais après ce retrait, la guerre civile entre les différentes factions afghanes, entre les différents seigneurs de la guerre, va s'étendre. Et finalement, le retrait soviétique ne va pas déboucher sur la paix, mais sur une continuation de la guerre par d'autres protagonistes. Le commandant Massoud, qui a lutté dans le Panjshir contre l'Union soviétique, qui n'a jamais pu conquérir cette vallée, continue les combats à la tête de son alliance du Nord et en 92, il peut rentrer dans Kaboul. Massoud a bonne réputation parce qu'il a lutté contre les soviétiques, il va lutter contre les talibans, mais l'ordre qu'il installe est un ordre également très répressif et surtout, son action militaire va détruire une partie de Kaboul, ce qui le rend très impopulaire dans la capitale afghane. Les talibans, le mot signifie étudiants, sont un groupe de Pashtuns qui étudient la théologie et qui vont se radicaliser. À l'issue du retrait soviétique et face au chaos qui règne dans le pays, les talibans viennent du Pakistan, ils sont dirigés par le Mollah Omar, ils vont établir l'autorité dans les zones qu'ils contrôlent, en zone Pashtun, ils sont aidés par les services secrets pakistanais. Ils font de Kandahar, qui est la seconde ville du pays, leur capitale spirituelle, avant d'atteindre Kaboul en 1996 et d'instituer un émirat islamique en Afghanistan. Seul Massoud leur résiste dans la vallée du Panjshir. Ils vont imposer de façon extrêmement dure la charia, la loi islamique. Ils vont multiplier les exactions, ils interdisent les loisirs, le sport, la musique, ils interdisent aux femmes de pouvoir travailler, de pouvoir sortir seules. Ils vont jusqu'à détruire des sites historiques afghans qui étaient classés au patrimoine mondial de l'humanité, parce qu'ils ne veulent pas que l'on vénère d'autres idoles que leurs dieux. Ils offrent à Al-Qaïda et à Ben Laden, qui avaient lutté contre les soviétiques, l'asile, et après les attentats du 11 septembre, qu'ils n'ont pas su empêcher, ils vont refuser de livrer Ben Laden aux Américains. Ces derniers, soutenus par la communauté internationale, en état de légitime défense, vont lancer une offensive militaire le 7 octobre qui va aboutir très rapidement à la chute de Kaboul. Ils établissent Hamid Karzai, un Pashtun mais pro-occidental au pouvoir. Ils font la traque de Ben Laden qu'ils n'arrivent pas à trouver. Fin décembre 2001, c'est Kandahar qui tombe. Les talibans n'ont plus de grandes villes. Ils vont se réfugier dans les montagnes et également et surtout dans les zones tribales pakistanaises. Cette zone Pashtun qui est à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan. Une force internationale d'assistance à la sécurité est mise en place sous couvert de l'ONU par l'OTAN en Afghanistan. Elle est bien sûr dirigée par les Américains. Mais rapidement, Hamid Karzai perd de sa légitimité en interne. On dénonce la corruption du régime qui est très forte. Les seigneurs de la guerre continuent à faire régner l'insécurité pour la population civile. Et la culture du pavot, qui avait été interdite par les talibans avant 2001, reprend de plus belle. Mais c'est surtout à partir de 2003 que les Américains vont perdre pied en Afghanistan. Ils vont se lancer dans une guerre d'Irak qui, elle, est illégale, qui est illégitime, et qui va jeter finalement l'opprobre sur les interventions militaires occidentales, qui va venir décrédibiliser le discours occidental. Surtout que ceci va se greffer sur les scandales de Guantanamo et d'Abu Ghraib, et donc le discours occidental d'amener la liberté va être décrédibilisé dans de nombreuses populations. Et très vite, les militaires occidentaux en Afghanistan, qui étaient au départ perçus comme des libérateurs, sont perçus comme des occupants. Ils ne circulent que lourdement armés, ils n'ont pas de contact direct avec la population, et la population va très vite les ressentir, non pas comme une protection, mais comme une menace, et surtout comme une intrusion étrangère, contraire à la souveraineté d'un pays qui n'a jamais été colonisé dans le passé. Cette présence militaire occidentale ne cesse d'augmenter, les troupes de l'OTAN sont près de 140 000 mi-2011, dont 100 000 Américains. En 2014, c'est un changement de mission, on parle maintenant de former l'armée afghane pour qu'elle puisse se substituer aux forces occidentales. En 2014, Hamid Karzai, largement décrédibilisé, quitte le pouvoir. Il est remplacé par Ashraf Ghani, qui partage le pouvoir avec son opposant, et les élections n'ont pas connu une mobilisation populaire très forte, c'est le moins que l'on puisse dire. Obama voulait se retirer d'Afghanistan. Il avait dit qu'il avait été élu pour mettre fin aux guerres dans lesquelles son prédécesseur George Bush avait lancé les États-Unis, mais le Pentagone s'y oppose et Obama cède finalement. Le 1er mai 2011, les forces spéciales américaines arrivent à trouver Ben Laden qui était réfugié dans une ville de garnison, une ville où il y avait beaucoup de militaires pakistanais, ce qui montre un peu les liens entre les deux, et il est tué le 1er mai 2011. Obama relance son plan de retrait progressif d'Afghanistan une fois que Ben Laden a été tué. S'il y a un point commun, ce qui est plutôt rare entre Trump et Obama,
c'est cette volonté de mettre fin aux guerres. Mais Trump va y aller plus franchement. Finalement, il s'oppose beaucoup plus frontalement au Pentagone, au service américain, et il va même entamer des négociations avec les talibans qui auront lieu à Doha, où les talibans ont, à la demande des Américains, ouvert un bureau à partir de 2013. Face à l'incurie des autorités afghanes, face au développement de la corruption, face à l'insécurité qui règne, et surtout face au fait que le gouvernement afghan est pris pour celui de l'étranger, qui a été mis en place malgré les élections par un pays étranger qui ne tient que par le soutien que lui accordent les États-Unis, les talibans, qui apparaissent comme ceux qui résistent à l'intrusion étrangère, reprennent de plus en plus des forces et de la légitimité dans le pays et étendent au fur et à mesure leur assise territoriale. Et dans le chaos régnant en Afghanistan, l'État islamique, qui va s'opposer aux talibans, commence à prendre pied à partir de 2015. Trump est pressé de signer un accord parce qu'il veut arriver aux élections en disant qu'il a fait la paix en Afghanistan, qu'il a retiré tous les boys d'Afghanistan pour pouvoir être facilement réélu. Donc il négocie directement avec les talibans, mais sans y associer le gouvernement afghan légitime, sans se soucier du sort des femmes. Ce qui compte simplement, c'est que les États-Unis puissent partir en bon ordre et que les talibans s'engagent à ne plus commettre d'attentats par la suite, ne plus laisser commettre d'attentats par la suite contre les États-Unis, et le sort qui sera réservé aux civils afghans, qu'ils soient hommes, femmes, opposants ou partisans du régime, n'est en rien pris en compte dans ces négociations. Et ces négociations donc aboutissent à un accord en février 2020 qui prévoit un retrait à la moitié de l'année 2021 des soldats américains. Trump pense qu'il sera réélu et que c'est lui qui y procédera. Les électeurs américains vont décider autrement, mais Biden va reprendre à son compte ce plan de retrait parce qu'il était lui-même opposé à la présence militaire américaine et dès 2009, il avait plaidé comme vice-président pour un retrait, ce que Obama n'avait pas consenti à faire. Mais dans le même temps, la reconquête du territoire par les talibans s'accélère. Début juillet, ils maîtrisent la moitié des 400 districts du pays. Face à cette avancée, l'armée afghane, pourtant formée par les troupes occidentales, et malgré les 83 milliards d'équipements militaires qui lui ont été donnés, s'effondre. Le 15 août, les talibans rentrent dans Kaboul. Si chacun avait anticipé la victoire des talibans, la rapidité de cette dernière a surpris les chancelleries occidentales qui se sont délocalisées à l'aéroport de Kaboul. C'est de là qu'ils vont organiser le rapatriement de leurs nationaux et aussi d'une partie, et pas de tous, des Afghans qui avaient travaillé avec eux. Le dernier soldat américain quitte l'Afghanistan le 30 août. La guerre aura coûté plus de 2000 milliards de dollars, soit plus que le PIB italien ou 100 fois le PIB de l'Afghanistan. 3613 soldats de la coalition sont morts, dont 2465 Américains. On estime à plus de 47 000 le nombre de civils afghans qui ont été victimes de la guerre et 70 000 militaires afghans. Sans compter, bien sûr, le nombre de mutilés, tous ceux qui sont mutilés physiquement ou qui ont des chocs psychologiques dont ils ont énormément de mal à se remettre. Cette guerre prouve une nouvelle fois que les interventions militaires extérieures sont très souvent suivies d'échecs, voire pratiquement tout le temps, lorsqu'il s'agit d'envahir et d'occuper un pays. Un peu partout, les troupes de libération sont vécues comme des troupes d'occupation. Et les nationaux deviennent des résistants et s'insurgent contre la présence militaire extérieure, surtout si elle s'accompagne de compromissions avec la corruption et que la démocratie est plus un trompe-l'œil qu'une réalité, que la population ne se sent pas réellement défendue par les autorités et par les militaires présents. Cette débâcle en Afghanistan, qui était prévisible, si ce n'est dans sa rapidité, du moins dans son principe, devrait amener à réfléchir sur le principe de ces interventions militaires extérieures. L'Occident pense que sa supériorité lui permet finalement de pouvoir faire beaucoup de choses. Après l'Irak, après la Libye, eh bien l'Afghanistan prouve une nouvelle fois que ce n'est pas le cas. Et je crois que ça doit entamer une profonde réflexion sur ce que doit être l'outil militaire. Il est nécessaire, il est indispensable, mais il ne peut pas résoudre les problèmes politiques. Et surtout, si on peut conquérir un pays, on ne peut pas conquérir un peuple. Maintenant, les talibans ont pris le pouvoir et finalement, c'est le plus dur qui commence pour eux. C'est facile de commettre des attentats, de jouer sur l'impopularité de l'occupant extérieur. Maintenant, ils doivent gérer le pays. Et ils sont finalement partagés entre leur volonté d'établir un ordre totalitaire dans lequel il n'y aurait pas une once de liberté pour les citoyens et encore moins pour les femmes, et le fait que ceux qui sont compétents restent quand même parce que il y a des problèmes d'approvisionnement, une grande partie de la population est sous-alimentée. Il faut faire tourner le pays, il faut faire tourner les hôpitaux, les écoles, même si la place des filles y est mineure. Il faut faire finalement des infrastructures.
Et donc, en fait, là, maintenant, les talibans vont être confrontés non plus à l'occupation d'un pays étranger, mais à la réalité de la gestion d'un pays. Et il faut dire aussi que même en Afghanistan, il y a une société civile. Ça va être très difficile pour elle de lutter contre les talibans, mais néanmoins, elle existe. Et c'est ça, le facteur d'espoir en Afghanistan.